que ce n'est pas plutôt, PaO2 inférieur à 50 mm de mercure et PaCO2, non, c'est PaCO2 supérieur à 50 et PaO2 inférieur à 60. Oui, c'est bien ça. Non, non, c'était bien ça. Sur une FiO2 de 60%. OK. Donc, vous avez parlé du rythme respiratoire supérieur à 20 cycles, mettez cycles, hein, 20 cycles par minute ou 80 cycles par minute, signe d'épuisement, etc., etc. La diapo suivante, s'il vous plaît. D'accord. Et c'est le seul truc que vous avez mis. Dans les signes, après, dans les signes, vous pouvez mettre le score de Silverman et c'est dans le diagnostic de gravité. Non, vous ne l'avez pas mis. Non, je l'ai mis au début, dans le diagnostic positif. Diagnostic positif, mais dans le diagnostic de gravité, quand le score de Silverman est supérieur à 4, vous pouvez le mettre aussi dans le... D'accord, vous avez dit sévère. Mettez ça, mettez la diapo où vous avez pas du score de Silverman. Déjà, quand on est supérieur, quand c'est déjà supérieur à 5, on est dans la détresse respiratoire sévère. Donc, je pense que ça, vous pouvez le rajouter dans le diagnostic de gravité. Et il y a quelqu'un qui était intervenu tout à l'heure par rapport, c'est qui? Par rapport au score de gravité supérieur à 3 chez le prématuré. C'était moi, Sohna. Sohna, oui, je pense qu'il y a certaines équipes qui le considèrent effectivement comme une... J'ai vérifié qu'ils le considèrent comme un signe de gravité chez le prématuré. Donc, je pense que vous pouvez le mettre, au moins la détresse respiratoire sévère supérieure à 5, vous pouvez également le mettre dans les signes de gravité. Et chez le nouveau-né à terme et chez le prématuré, comme tu l'as dit, c'est bien, c'est de mettre supérieur à 3 parce que certaines équipes l'utilisent effectivement comme critère. Maintenant, avancez un peu. Alors, dans le diagnostic de l'atrésie de Cowan, Ndeye Fatou, cliniquement, vous, en pratique, comment vous faites le diagnostic de l'atrésie de Cowan? Mettez la diapo sur l'atrésie de Cowan, s'il vous plaît. Je vais vous faire un truc, hein, utiliser beaucoup les... Oui, atrésie de Cowan, vas-y encore. Doucement. Dans les causes chirurgicales, atrésie de Cowan. D'accord. Cyanose et détresse respiratoire s'accentuent lors des tétés et s'améliore lors des cris. D'accord, c'est bon. Je n'ai pas vu cette partie-là. Parce que je me disais, en clinique, il ne faut pas s'attendre à forcément aller, parce qu'on met la sonde dans la narine quand on suspecte la détresse respiratoire. Donc, il faut avoir des signes d'orientation pour aller chercher une atrésie de Cowan. Et comme quand vous le dites, c'est une cyanose. Et la cyanose, il faut marquer une cyanose périubicale et une détresse respiratoire qui s'accentue lors des tétés et s'améliore lors des cris. Et comment vous faites le diagnostic? Est-ce que sur la diapo suivante, tu as mis comment on fait le diagnostic de l'atrésie de Cowan? Épreuve de la sonde qui bute, d'accord, à l'introduction des narines, ou bien alors, on obstrue une narine et on met un fil devant la narine qui est ouverte et on voit si avec les respirations de l'enfant, le fil bouge ou pas. Ça, c'est dans les cas où vous n'avez pas de sonde. Vous pouvez vous retrouver dans un stage quelque part très loin et ne pas avoir de sonde pour voir si ça bute ou pas. On ne sait jamais. Donc, quand même savoir que ces techniques-là existent. C'est-à-dire, si vous pensez que il y a une cyanose périubicale, vous obstruez une narine, vous mettez bon, c'est vrai que maintenant, si vous obstruez la narine, la seule qui marchait, effectivement, il faut y aller très vite. Il ne faut pas faire cette manœuvre-là très longtemps, mais c'est une technique pour faire le diagnostic positif. La ventilation contre-indication dans le liquide amnionique mécanique, ça, je l'ai déjà marqué. Maintenant, dans le syndrome de Pierre-Robin, en pratique, comment vous faites pour les Pierre-Robin? Est-ce que vous avez eu à en prendre en charge? C'est une question en pratique, parce que dans la prise en charge du syndrome de Pierre-Robin, qu'est-ce que vous avez mis? Allez-y, continuez. Syndrome de Pierre-Robin associé à un micro, d'accord. Le traitement, il est chirurgical, d'accord. Mais en pratique, en tant que pédiatre, quand vous recevez un syndrome de Pierre-Robin, il y a des choses que vous pouvez faire. Déjà, syndrome de Pierre-Robin, c'est important de mettre séquence de Pierre-Robin. C'est une séquence parce que c'est une malformation qui va déterminer les autres malformations. La première malformation, c'est l'hypoplasie du maxillaire inférieur. Ça aura tendance à
agir sur la langue. Cette langue se plaque donc du coup au niveau du palais et l'empêche de se former, de se fermer. Et vous avez donc cette fente palatine, plus la glossoptose, donc cette langue qui bascule en avant. Donc c'est pourquoi on parle de séquence de Pierre-Robin. Parce que c'est une première malformation qui va déterminer la survenue des autres malformations. Maintenant, dans la prise en charge du syndrome de Pierre-Robin, en tant que pédiatre, quand vous recevez ces enfants-là, il faut savoir que déjà, c'est des enfants qui sont mieux en position ventrale, parce que c'est la position ventrale qui va faire basculer la langue en avant, dégagée. Mais bien sûr, dans une unité de soins, quand vous mettez l'enfant en position ventrale, il faut avoir la possibilité de le scoper pour éviter les décès inopinés. Donc, il faut quand même le scoper, le mettre en position ventrale et ça permet de faire basculer la langue en avant. Bon, maintenant, après, vous pouvez très brièvement dire quels sont les traitements qui sont faits parce que dans un premier temps, la fente palatine n'est pas forcément fermée parce que vous savez que les enfants qui ont des fentes palatines, en général, le délai quand même, ils ne sont pas opérés tout de suite à la naissance. La fente va se fermer beaucoup plus tard, parfois même à l'âge d'1 an ou plus selon certaines équipes. Mais ce qu'on fait en premier lieu, c'est une labioglossopexie, c'est-à-dire on incise la base de la langue pour la faire basculer en avant et cette langue, le bout de la langue est attaché à la partie interne de la lèvre inférieure, le temps de la cicatrisation, pour pouvoir donc éviter cette glossoptose, donc la bascule de cette langue en arrière. Donc c'est le premier temps de l'intervention qui est faite par les équipes, par les ORL, et secondairement, l'enfant va être pris en charge avec fermeture secondaire de la fente palatine. Maintenant, quand vous parlez de l'atrésie, de la détresse respiratoire et tout, c'est important quand même de dire que c'est quand même des enfants pour qui les syndromes de Pierre-Robin, au début, il y a des difficultés à l'alimentation. Dans la prise en charge spécifique, j'ai bien aimé ce que vous avez fait, une prise en charge globale pour tout le monde et pour chaque pathologie, de parler de la prise en charge. Le traitement chirurgical peut-être ne vous concerne pas, mais quand même sur le plan clinique, ces enfants-là doivent être alimentés. Ils font des fausses routes et tout, il faut que vous parliez quand même de ce volet-là, c'est-à-dire l'alimentation par sonde dans un premier temps, mais rapidement, avec des dispositifs adaptés à la fente palatine. Bon, malheureusement, ces enfants, quand on les met au sein, ils font des fausses routes facilement et parfois on est obligé de passer le lait maternel dans un biberon et de le faire passer avec des tétines adaptées pour les palais. C'est des tétines allongées. Avant, c'était des tétines sans pale. On avait l'impression d'avoir un voile au-dessus de la tétine qui se plaquait sur la fente pour éviter donc les fausses routes. Mais maintenant, on a des tétines avec un corps qui est allongé et qui se plaque au niveau de la fente, ce qui fait que le bout de la tétine, la partie qui fait sortir le lait, va directement au niveau postérieur et ça évite que le lait passe à travers la fente et que l'enfant fasse des fausses routes. Donc ça, c'était les quelques éléments que je voulais rajouter. Maintenant, pour l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est dommage que vous n'en ayez pas parlé par exemple, de liquide amniotique, dans l'inhalation de liquide amniotique méconial. Dans quelle situation, comment vous allez faire le diagnostic de l'hypertension artérielle pulmonaire? André Fatou, Aïda, je pose la question à Aïda, ton binôme. Comment vous faites le diagnostic de l'hypertension artérielle pulmonaire? Parfois, à l'hypertension artérielle, dès la naissance, lorsque l'enfant présente une détresse, on mesure les saturations pré- et post-ductales et voir la différence si c'est élevé. Là, sont des signes d'hypertension artérielle. D'accord, d'accord. Et différentiel de combien de points? Supérieur à 10. 10 points, d'accord, 10 points et plus. D'accord, c'est bien. Donc ça également, vous pouvez le mettre dans votre présentation pour l'enrichir. Maintenant, le pneumothorax. Le pneumothorax, dans la prise en charge du pneumothorax, qu'est-ce que vous avez proposé? Est-ce que vous pouvez remettre la diapo sur le pneumothorax? Oui. Traitement, oxygénation et surveillance. Mais quel type d'oxygénation vous allez faire? Exfiltration à l'aiguille, bon, en cas de si seulement toléré, plus un drainage secondairement, d'accord. L'oxygénation, vous pouvez y aller avec une oxygénation, une hyperoxygénation en fait, en hyperoxy, sous 100% de FiO2. C'est un traitement médical pour essayer de déplacer en fait
c'est-à-dire essayer